Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On s'y retrouve. Bienvenue Thibaut. Hello, hello. Joy. Hello. Dis donc, t'as du temps de réaction toi. Hein. Et Jérém. Bonjour tout le ça monde. Va ouais, ça va parce très que justement, bien, d'habitude, cool. tu demandes comment on va. Comment tu vas, Joy? Ça va. Bon, c'est bien. On est heureux d'être avec vous. On s'y Yes. retrouve. Vous savez, on parle de plein de choses, de presque tout, voire tout, ou probablement tout au fil de l'eau des émissions. Wow. Fil Toi du aussi, temps, hein. fil de l'eau. Ça a piqué là. Non, en tout cas, voilà, on parle de plein de sujets. Aujourd'hui, on va avoir quelqu'un, je suis très heureux de pouvoir l'avoir sur ce plateau, en tout cas via Zoom. C'est une belle histoire, peut-être probablement que peu de gens la connaissent, en tout cas de notre génération. On va s'arrêter sur sa vie, c'est Dominique, vous allez voir. En tout cas, on va commencer avec une première partie d'émission. Jérémy, comment prends-tu la critique? C'est le titre de cette émission. Alors, comment je prends la critique? Oui, c'est Alors, la sur première le coup, partie. Ça fait toujours mal. Hein, c'est comme quand tu reçois un petit coup, Oui. ça fait toujours mal. Mais je me dis toujours, ça dépend comment la critique a été donnée. Donc si la critique, elle a été donnée avec des paroles qui sont quand même assez douces, ou alors une critique qui vient vraiment là pour te descendre et te faire mal, alors c'est sûr que là, j'ai un peu plus de mal. Bon, mais c'est sûr qu'au-delà de pourquoi elle le fait, pourquoi elle est la critique, rien de notre manière à nous de nous interroger sur comment on le prend, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Alors, je me suis dit, je vais creuser un petit peu et j'ai trouvé... vous connaissez TripAdvisor ? Ouais. TripAdvisor, on peut être très honnête, mais on peut être vraiment peau de vache aussi, en tout cas les consommateurs, et mettre des critiques acerbes sur des restaurants. Et moi, je dois dire qu'honnêtement, si je vais sur TripAdvisor, ce que je regarde, C'est les critiques. c'est les critiques. Bah oui. Et alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux voir? Et je suis tombé sur un top gestion de la critique de la part de restaurants, comment ils ont géré les critiques. Et le top 1, alors je ne vais pas vous faire tout le top, mais le top 1, c'est un restaurant, alors je me suis amusé à les écouter, ils sont amusés à enregistrer les critiques les plus méchantes. Eux, ils les ont enregistrées mais avec un ton vraiment... la nana qui est un peu niaise et qui écrit c'était vraiment mauvais cette salade, et ils sont amusés à enregistrer ça et à le mettre en bande son dans les toilettes du restaurant. C'est à dire que la bande son des toilettes du restaurant, c'est que des critiques acerbes de ce restaurant là. Donc bon, moi j'ai trouvé ça magnifique parce qu'ils ont un second degré qui les aide à prendre ça. Donc c'est le restaurant San Diego Gastropub Craft and Commerce, voilà. Fasciné par le niveau de mélodrame et par les qualités shakespeariennes de certains avis, le gérant a décidé d'en faire une bande-son diffusée dans les toilettes du restaurant. Clients, serveurs, amis ont été mis à contribution en prêtant leur voix pour la lecture de ces louanges. Bon, moi, ça m'a fait assez marrer parce que vous pouvez l'écouter sur le net. Comment ils l'ont enregistré? Bon, franchement, c'est drôle. C'est drôle. Mais là, t'as pas lu, nous, l'autre critique? C'était vraiment j'avais lu que c'était bon, mais cette salade est arrivée 10 minutes en retard. Enfin, c'est le ton en plus. C'est TripAdvisor, c'est vraiment, tu peux mettre un ton qui est condescendant, on a l'impression que tu es toi-même un restaurateur et que toi-même tu es un cuisinier 5 étoiles. Donc bon, voilà. Alors, comment vous prenez la critique? Jérémy, on l'a entendu, ça dépend de la forme. En règle générale, au-delà de la forme, bon, non, ça joue quand même. Mais est-ce que vous êtes favorable, vous êtes à l'aise avec les critiques ou pas? Tu dis de généraliser, mais moi, j'ai quand même envie de dire, ça dépend aussi des personnes. Oui. J'ai l'impression que selon les personnes, je vais plus ou moins bien le prendre. Ouais, c'est juste. Par exemple, mon mari, je vais sur le coup peut-être tout de suite me braquer, tu vois. Et ça, c'est habituel, je pense. Dans les couples, on a plus de mal à entendre la critique de l'autre. Bah ouais, parce Je suis qu'en d'accord. même temps, c'est la vie qui compte le plus, Ouais. donc forcément, il fait un peu plus mal quand. Mais toi, Thib, elle n'a pas de retour à te faire, tu es tellement parfait. C'est pour ça. Ou elle J'ai vu ose pas. réfléchir. Ou elle ose pas. bah là, c'est j'ai mon grave. téléphone, j'ai dû Si elle ose téléphoner. Thib, comment tu le vis? En fait, moi, je dois dire que j'aime les critiques, mais encore derrière moi, j'ai fait une petite rechute là où quelqu'un est venu me faire une critique et j'étais direct sur la défensive. Et en fait, après coup, je me suis dit, mais écoute-le, remercie-le. J'ai le droit de pas être d'accord avec, mais je veux dire, j'avais pas besoin de surréagir en fait. Et dernièrement, je me suis dit, c'est nul, et donc j'ai demandé pardon.
Voilà. Mais parce que toi, c'est vrai que. Mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les émissions, c'est que l'image que tu renvoies, même si tu le prends bien, des fois, tu peux renvoyer cette image et ça fait flipper les gens. Tu crois qu'il est vraiment fâché Tu crois avec toi qu'il est après. fâché, il te déteste, quoi. Qui prie contre toi. Heureusement que je sais quand demander pardon, hein, parce que sinon je pense que Ouais, c'est vrai que toi, tu demandes on facilement m'aurait pardon. tué dans un coin d'une rue. Mais c'est vrai. Alors, je pense je suis assez d'accord de dire aussi qu'il y a les personnes où des fois le bien fondé, moi, des critiques. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu après un culte et qui est venu en me disant je peux te dire quelque chose. Et bon, c'est une personne, elle m'a souvent pas fait beaucoup de compliments, mais je me suis dit allez, ouais, j'y vais, j'étais en bonne forme en plus et tout. Il faisait beau, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. Et j'étais de bonne humeur après un bon culte. Et il me dit je voulais te remercier vraiment pour tout ce que tu fais. Merci pour tes prédications, pour le temps que tu prends. Je dis il est gentil, hein. Et là, il dit mais. Et il dit Il y a toujours le mais mais. je voulais juste te dire de tous les prédicateurs, je te trouve t'es celui qui prêche. Faudrait que tu prêches pour les clubs des enfants. C'est trop enfantin les sujets que tu abordes. Ils sont trop simples. Et il m'a dit ils sont trop simples, ils sont trop basiques, quoi. Et je lui ai dit mais merci pour tous ces gentils compliments que tu m'as donnés, mais tu le vis, ce que je prêche déjà, tu le vis. Il me dit oui, moi je le vis. Bon, le connaissant un petit peu, il le vivait pas tout à fait quand même, mais il dit oui, moi je le vis. Mais bon, tu vois, quand on écoute les autres prédicateurs, ils nous poussent à nous remettre en question, réfléchir. Toi, c'est trop basique. Ça fait du bien quand même de temps en temps d'avoir des choses qui nous ramènent. Les pieds sur terre. Ouais, c'est ça. Oui, les pieds sur terre. Bon, pour le coup, c'était pas hyper fondé non plus, mais voilà. Donc bon, là, je l'ai gentiment remercié. Là, ça sert à rien de discuter ou voilà. Mais justement, ça peut amener à quelque chose d'autre et sur lequel je voulais enchaîner parce que comment on prend la critique, des fois, il y a une notion de justification qui est derrière. Alors, est-ce que vous êtes à tendance à vous justifier ? Moi, je serais assez tendance à me justifier. Et des fois, je me dis, mais bon, t'avais pas besoin de dire quelque chose de C'est plus. Mais je serais tendance à me justifier parce que si je trouve que c'est pas juste ce qu'on me dit, alors oui, je veux me justifier. Mais des fois, je me suis même moi-même repris en disant, franchement, t'étais pas obligé d'essayer de rejouer le truc ou de. Ouais. Mais bon, tant pis pour la critique et puis c'est tout, quoi. Mais Les c'est autres ? Tu te justifies, Joy ? Bon, tu donnes la réponse aux internautes. Non, on a notre réponse. vrai. Non, parce que ton frère connaît la réponse. Est-ce que tu penses que tu te justifies ? Comme dit, en fait, je pense que c'est pareil. Il y a selon les personnes. Il y a des gens avec qui je sais, mais je reviens sur mon mari. T'as pas besoin de te justifier tout de suite, je dirais pour la question. Lui, je vais toujours avoir envie de me justifier. D'abord, il faut un temps, et après, je me dis non, mais en fait, il a raison. Mais en même temps, les maris ont quand même souvent raison. oh Donc, là là, qui m'a invité. Tu veux te faire détester, toi. Hein, Non, mais je pense que c'est assez naturel et humain en fait d'entrer tout de suite dans la justification. C'est un peu notre instinct naturel. C'est dur, hein. Quoi. Moi, Ouais. moi, vous me connaissez. Hein. En fait, moi, c'est une question. Tiens, je vous la pose. Quelle est la limite entre des fois, je considère pas ça comme de la justification, mais j'ai besoin juste de m'assurer que ça a bien été compris ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Et des fois, j'ai l'impression qu'on me fait une critique sur quelque chose qui n'est pas fondé, c'est-à-dire je ne sais pas ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Est-ce que, quelle est la limite ? C'est une question que je me pose de temps en temps. Après, je suis tout à fait d'accord que de temps en temps, je me justifie et j'aime bien apprendre à me taire, etc. Par exemple, je vous donne un exemple, comme ça les gens me découvrent. Je parle un petit peu. Mais tous les mardis, on a une réunion en équipe pastorale. Et normalement, dans cette réunion, il y a un débrief des cultes qui se sont passés la semaine d'avant, donc entre autres des prédications. Alors on ne met pas des notes sur les prédications, je vous rassure, c'est plus s'il y a des choses à dire, etc. Et moi je dois dire que dans ces moments-là, j'apprends à ne pas toujours expliquer mon point de vue quand j'ai prêché. Donc, il y a une fois dernièrement où tu as essayé de l'expliquer et tu avais l'impression que personne ne le comprenait, donc il te continue à expliquer. Il ramait. Il Ouais, continue à ramer donc- ou à creuser. Mais Mais- donc, quand je sais qu'il va y avoir... Moi, c'est simple, là, je me mets en condition. Quand je sais qu'il va y avoir des retours, je me dis, à cette réunion-là, tu ne dis rien quand il y a ce retour-là. Et Voilà, tu- ce mardi, tu n'as rien dit. Ouais. Exactement. Ça. Mais j'ai remarqué. Mais moi, ma question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il pense réellement en Vraiment, fait mamie, parce qu'on le connaît tous. Mais oui. Mais il faut apprendre à savoir se taire aussi, je pense, pour gérer Oui, la critique. oui. Mais quelle est la limite, à votre avis, entre... Non, je veux juste bien expliciter mon propos et t'es en train de te justifier. Pour moi, c'est une question de motivation. Hein. Quelle est ma motivation profonde quand je me justifie ? Est-ce que c'est une question d'orgueil, où je veux avoir raison, où je veux que l'autre pense comme moi,
ou quelque part je veux avoir une bonne image, ou est-ce que à quelque part je suis bienveillant et que je veux réellement rétablir la vérité, mais aussi pour que l'autre comprenne ce que j'ai voulu dire, mais il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et donc c'est un peu ça, et souvent tu me dis ça, on n'est pas obligé d'être d'accord en fait. Je veux dire, et je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye souvent d'appliquer avec ma femme, c'est des fois de me dire, on n'est pas obligé d'être d'accord en fait. On peut discuter, et puis voilà, ouais, c'est ça. Très cool. Et tu vois, moi, des fois je me pose la question, peut-être, des fois, je me dis, je renvoie l'image à l'autre que je suis en train de me justifier, alors que je suis plus dans la discussion. Je prends son retour et j'essaye de dire, mais tu vois, moi, j'ai pas dit ça volontairement parce que j'avais pris ça et ça en compte. Est-ce que tu as pensé à ça dans ton... Tu vois, j'essaye de creuser parce que moi-même, ça m'intéresse, mais je trouve que c'est tellement compliqué de se dire, qu'est-ce que l'autre, il doit penser? Je suis juste un gros rabat-joie, alors que... Dernièrement, on avait une discussion avec des amis. Vas-y, dis-nous les noms. Non, mais c'est non. pas vrai, c'est pas vrai. On avait une discussion avec des amis au sujet d'un projet et tout. Ouais. Et puis après, ça a continué par message. Alors là, c'est toujours le moment où ça devient un peu limite. Ça, c'est la mauvaise idée, ça. Voilà, c'est vrai, hein, faut pas passer par message. Et alors, j'explique notre point de vue, notre réflexion et tout ça. Et ma copine qui me dit, non, mais t'as pas besoin de te justifier. Hein. Et là, ça m'a énervée. Je dis, mais je suis pas en train de me justifier, je suis en train d'expliquer. Mais c'est ça, en fait. La limite, elle est vraiment fine. Mais c'était pas de la critique directement, c'était plutôt des points. Ouais, c'était des points de vue différents sur un projet. Ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est compliqué, franchement. Il y a une différence entre avoir des points de vue différents et réellement une critique. Oui, c'est autre chose. C'est quand même différent. Et puis, il y a la critique parce que tu veux donner ton point de vue et pour un peu soulever justement d'autres choses que l'autre pourrait faire autrement. Et puis, il y a la critique qui est vraiment faite pour casser la personne, je veux dire. Et là aussi, je veux dire, tu vas te justifier ou pas, quand l'autre, tu sens vraiment que c'est juste pour te descendre quelque part. Tu laisses tomber. Mais là, moi, je rentre pas dans le débat. Voilà, faut laisser tomber. Faut dire, bon. Ah ouais. Carrément, ça peut m'arriver de dire, bon, écoute, tu veux juste être méchant, alors fais-le. Moi, dans les mails, parce qu'on reçoit des mails. À chaque fois qu'on prêche, on reçoit des mails. Ouais, c'est vrai. Vraiment, honnêtement. Hein, des bons et des moins bons. Il y a les deux quand même, il faut le dire. J'en ai plus souvent des... Bref. Mais c'est peut-être On va t'envoyer des mails. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est l'équipe pastorale qui change d'adresse et qui t'envoie des mails. Donc Ben, c'est Françoise et moi, c'est Jean-Pierre. C'est ça, en fait. Mais honnêtement, il y a des gens où j'ai plaisir à leur répondre et je trouve que c'est hyper constructif. Et souvent, après, on a des bons échanges. Mais souvent, je suis là, je dis, je vais pas répondre. Mais parce que répondre, c'est juste alimenter quelque chose qui nous mènera nulle part. Et souvent, les gens, ils font une critique juste négative. Pour moi, c'est de me dire, ok, si je critique tout. Je dis un peu comme la personne a fait avec toi et que je trouve bien, c'est d'être capable de dire ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et que si quelqu'un est juste là à critiquer une prédication, je me dis, mais et le reste? J'ai dit ça, ok. Mais le reste, est-ce que tu l'as pris en compte? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je veux dire, fais une critique complète, quoi. Parce que sinon, on voit toujours que le côté négatif. On veut juste sortir le truc qui nous a titillé. Ouais, c'est ça. Mais même dans On s'y retrouve, moi je reçois d'ailleurs, vous écrivez, vous m'envoyez, vous jouez le jeu, franchement, c'est cool. Là, j'ai des gens qui m'envoient des témoignages, des gens qui m'envoient des commentaires, des idées. Donc ça, c'est trop bien. Et moi, je dois dire que honnêtement, sur On s'y retrouve, je le prends pas mal parce que souvent, la plupart du temps, c'est vraiment bienveillant. Alors, il y a eu quelques fois où c'est insupportable. Bon, bref. Autre chose. Mais ceux qui disent tu vois, moi je trouve ça dommage, je proposerais ça ou je proposerais ça. Je suis d'accord. Alors là, moi je suis le premier à dire mais merci et je le prends pas mal du tout. Et certains, au contraire, ils ont l'impression qu'ils doivent bien préparer le terrain pour me placer leurs propositions, alors qu'il n'y avait même pas besoin de mettre autant de forme, de juste dire des fois je trouve que. Mais des fois, vaut mieux ça que le contraire. Oui, c'est sûr que c'est le meilleur. Mais en tout cas, moi je trouve que. C'est important de savoir bien amener les critiques et d'être bien intentionné et de faire des choses complètes. Mais nous qui écoutons les critiques, ou quand on est amené à donner des critiques aux gens, c'est d'être en position de... Moi, je me dis en tant que croyant, l'amour soupçonne pas le mal. Donc souvent, quand on vient nous dire quelque chose, c'est il dit ça pour te blesser, ou un des premiers trucs c'est il est mal intentionné. Mais si l'amour soupçonne pas le mal, on doit penser que ou au pire il est maladroit, au mieux il est maladroit, ou au pire il a pas mesuré ce qu'il était en train de dire, quoi. Mais je trouve que apprendre en fait à
à être humble en disant bon, peut-être que, et je sais pas tout, et peut-être dans sa façon d'exprimer, il y a une question de communication là-dedans aussi quand même. Ouais, et puis réussir à pas prendre les choses toujours personnellement. C'est ça. Parce que quand on te fait une remarque sur ce que tu as fait, c'est pas nécessairement une remarque sur ce que tu es. Ouais. Exactement. Et je pense que et c'est pour ça que quand ça vient de mon Prêche. mari, je le prends plutôt personnellement parce que c'est celui qui est le plus proche, ou mes amis, ça va être ceux qui sont plus proches. Mes critiques, tu les prends bien? Bah, vu que tu critiques tout le temps, mais pas ça. Mais on va prier pour toi à la fin. Vraiment. Rétablis la vérité, c'est pas vrai. Non, c'est Voilà. toujours constructif. J'allais dire, c'est pas souvent. C'est pas souvent, on n'en ça. rajoute Voilà. pas non plus maintenant. C'est pas souvent les critiques que je fais. Non, Mais c'est je pense que réussir à faire la différence entre on critique quelque chose que tu as fait et ce que tu es, c'est autre chose. Ouais, et puis moi, je Et trouve quand aussi... tu es bien dans tes baskets, C'est aussi, vrai. tu arrives C'est mieux vrai. à prendre de Ouais, la je suis distance. d'accord. Et à La dire, fatigue d'être pas. Ouais. La fatigue Et d'être après, quand tu as aussi des personnes qui, sur le sujet, s'y connaissent, Oui. je veux dire, quand un Jean-Marie Ribet vient te faire un petit point sur la prédication que tu as faite, te dit, bon, écoute, là, peut-être que, et puis il te conseille. Donc, va bien sûr critiquer dans le bon sens, Ouais. mais pour te permettre de construire encore mieux. Évoluer. Et donc, du coup, là, tu écoutes beaucoup plus, je veux dire, et je trouve que ça, c'est hyper important aussi. La personne, on peut vite tous critiquer facilement. C'est vrai. Mais si moi je vous fais un tableau, si je vous peins un tableau, vous allez me critiquer à fond parce que ça va être hyper moche en fin de compte, parce que je ne sais pas dessiner. Et je ne vais pas moi m'amuser à critiquer quelqu'un qui va dessiner, vous peindre, parce que moi je ne sais pas le faire en fin de compte. Je ferai de toute façon pas mieux. Donc voilà, quand on a vraiment des personnes qui s'y connaissent sur le sujet sur lequel on a eu des critiques, je trouve que là on est hyper attentif. Et de l'autre côté, moi, et je suis d'accord avec ça, mais je me dis aussi, je me le suis noté, réussir à prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais dans ce qui est transmis. Faire le tri, ouais. Parce que des fois, il y a des choses hyper pertinentes, mais parce que il dit une grosse boulette sur toi, une grosse maladresse, où il met pas la bonne forme à ce moment-là, tu laisses tout tomber et ta journée elle est plombée. Là, c'est pas bon non plus. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose De d'intéressant. bon à prendre. Mais par exemple, là, je reprends l'exemple de Jean-Marie, il va vraiment avoir la manière d'emmener les choses aussi. Oui. Où tu sens, avant tu as utilisé le mot bienveillance, et je pense que c'est ça, tu sens la bienveillance derrière la critique qui va être constructive. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et il commence toujours avec du positif et après. Ouais. Il fait la technique Il du fait bien. sandwich. Je dis, là, C'est la c'était bien, manipulation, ça. mais de toute façon, technique partout du il y a un mais, tu te dis, ouh. Tu le sais. Juste, en tout cas, il y a une notion de goût et une notion de vérité. C'est-à-dire que la critique sur une question de goût, c'est dangereux parce qu'on a le droit d'avoir des goûts différents. Et il y a des gens qui vont aimer plus quelque chose comme ça. Et je dirais que là, une critique, elle a pas de sens, en fait. Mais quand ça touche à une notion de vérité, dernièrement, j'ai fait un peu une sortie de route et j'ai dit une vérité, ou en tout cas un avis. Et moi-même, je me suis rendu compte que, finalement, j'ai parlé trop vite. Et donc, effectivement, c'est là que je trouve intéressant que sur des vérités, effectivement, on peut réfléchir, on peut se dire les choses. Mais tu vois, moi je me pose la question, après on va passer à la suite quand même, parce que vous voyez comment ça nous prend ces sujets, mais je me pose la question quand même sur, quelqu'un ta façon de prêcher, elle dérange quelqu'un. C'est quand même bien, je trouve qu'il ait la liberté de te le dire sans que tu sois toi-même... sans que ça te touche personnellement, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais quel est le but? Quel est le but, Ouais, mais des fois je me Finalement, dis... c'est pas édifiant ni pour lui ni pour... Non, mais des fois je me dis juste le côté être vrai ou être... Ou regarde, moi par exemple, quelque chose qui va jouer, c'est pas des experts de la prédication, mais si j'ai plein de retours identiques de gens qui sont pas forcément des experts de la prédication, je vais les prendre en compte, parce que ça veut dire que ça impacte plusieurs. quand même une partie. Donc s'il y en a aucun qui ose le dire, au final ça va être... je vais pas pouvoir le prendre, quoi. Mais avant, quand tu parlais de questions de goût, ça veut dire que, par exemple, quand vous clashez tout le temps sur vos vêtements, c'est inutile comme critique. Ah, t'essayes de nous remettre en question, là? Non. C'est Tu bien, me critiques, là. T'es en train de nous critiquer, là. Mais on Je prend critique pas ou mal. critique? C'est notre... Mais je pense qu'il y a des critiques qui servent à rien. Non, mais c'est vrai. servent à rien, parce qu'on parle Après, de ce que tu disais, c'est trop subjectif. Oui, c'est ça. Et pour moi, alors c'est là où ça doit pas être une critique au sens, j'exprime un goût, mais alors nous on aime se taquiner là-dessus. Ça, c'est autre chose, comme ça, ça. c'est pas... Mais une vraie critique sur les habits, je trouve que c'est inutile en fait. Si c'est vraiment une critique,
je vois pas le sens en fait. Oui, si c'est pas pour plaisanter ou comme ça. Bon, après, il y a quand même les professionnels de la critique. Je veux dire, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ils ont toujours un truc à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ça, c'est pour ça que ce que tu disais l'ultra avant, crépidarianisme. Ah voilà, c'est pour ça que ce que tu disais avant, c'était intéressant de dire quand c'est des gens en face de toi qui ont, c'est une critique qui ont les positive. compétences pour te remettre en question ou pour te critiquer, voilà. Ouais, mais quand tout le monde se permet de dire quelque chose. Et je pense qu'il faut la chercher aussi, la critique. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est des fois dire, OK, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait là ? J'aime m'entourer de... Joy, tu commences et puis on continue. Mais c'est vrai qu'il a vraiment ce réflexe, Thibaut. Ouais, Thibaut, il a ce réflexe. Mais faut oser. J'ai besoin de progresser, donc mais c'est pour ça. Elle l'a bien dit, mais il faut oser. Non, mais il faut oser, franchement. Non, mais il faut oser ça bien. faire le retour aussi de la critique. Ah, non, moi, Quand je trouve qu'il faut oser ça. s'exposer, parce que tu t'exposes quand tu demandes la Ouais, mais je critique pense des gens. qu'après, tu vas pas vers n'importe qui aussi. Oui. C'est ça. Oui, Tu exactement. choisis quand même ceux qui te font du bien Voilà, et qui te parce que font toujours du les bien. mêmes. Si tu dis, bon, je vais te Ils sont toujours prendre d'accord avec toi. toi. Non mais justement, c'est savoir s'entourer de gens très différents. Oui. En tout cas, moi j'essaye d'avoir des gens qui sont très proches de moi et des gens qui sont un peu plus loin, qui vont avoir un peu le recul et puis être moins dans l'affectif. Ouais, c'est ça. Pour être sûr que les avis des uns et des autres sont équilibrés. Sinon, effectivement. Mais c'est important en tout cas. On avance Bon, Avançons. prenons la critique les amis. Deuxième sujet, alors c'est un témoignage. Et je voulais m'arrêter sur ce témoignage parce que je le trouve d'une transparence impressionnante de la part d'un pasteur. C'est Dominique, on va accueillir Dominique sur ce plateau. Hello Dominique. Bonjour Benjamin, bonjour à toute l'équipe. Hello. Hello. Comment vas-tu? Ben ça va. Bon, Comme disait un comique français, c'est pas plus mal que si c'était pire. ouais, c'est un Ah, beau- ça commence bien. C'est un beau résumé. Alors Dominique, je suis très heureux et privilégié de t'avoir parce que ton histoire, moi je la connaissais. Et puis il y a quelques temps, j'ai pris le temps de lire ton livre. Tu as écrit un livre, tu l'as écrit il y a combien d'années? Bon, je m'en souviens plus, tu vois mon âge. Ouais, ça remonte, hein. Non, mais ça fait quand même, je pense en tout cas 7 ans, non, je crois. 7 ans, ouais, c'est ça. Et tu avais attendu 10 ans pour écrire ce livre. Par rapport... Oui, j'avais mis 5 ans pour l'écrire. Voilà, ouais, donc ça a pris des années. En tout cas, j'aimerais tout de suite vous le présenter de but en blanc. C'est quand le vert vire au rouge. Et c'est de Dominique Fontaine. Vous pouvez le commander sur le site de Philadelphie, philadelphie.com. Vraiment, je pense qu'au-delà de son histoire, ça nous remet nous-mêmes en question par rapport à la vérité, la transparence et les défis aussi du secret. Et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Dominique, toi, tu as écrit ce livre qui parle d'un épisode de ta vie assez compliqué. C'est un épisode où tu étais pasteur. Et alors que tu étais pasteur, tu as sombré dans l'alcool. Oui, exactement. Oui. Alors, est-ce que tu veux bien peut-être commencer en nous racontant un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, disons, je n'avais pas attendu d'être pasteur pour boire, hein, Ouais. parce que donc je vis en Suisse depuis 40 ans, je suis nationalité suisse par adoption, mais je suis toujours français, et en plus je suis Du Nord. ch'ti. Et bon, tu sais que dans le Nord, voilà, c'est très culturel, hein, de l'alcool. Donc, depuis tout jeune, j'ai bu. Oui, tu disais entre autres dans ton livre que à l'âge de 16 ans, tu avais déjà l'habitude de boire ton verre de rouge au bistrot. Ah oui, bien sûr, parce que entre 13 et 17 ans, je me suis révolté contre tout. Et y compris la foi, y compris toutes les autres sortes d'autorités. Et bien sûr, tout ça, ça créait un vide en moi, et j'essayais de le combler par l'alcool, par tout ce qui touchait. Enfin, je fumais tout ce qui pouvait se fumer, je prenais des tas de barbituriques, d'amphétamines et tout ça. Donc pour moi, à 16 ans, m'arrêter au bistrot entre deux bus pour prendre un verre de rouge, c'était normal. D'autant plus que, je ne sais pas où ça en est maintenant en France, mais à l'époque, un ballon de rouge coûtait beaucoup moins cher qu'un verre d'eau. Ouais, alors aujourd'hui, C'est c'est interdiction de boire de l'alcool pour un mineur au bistrot, je crois. Hein. Ouais. Du vin, en tout cas. Alors, toi, justement, alors effectivement, tu as été passé par là. Ta maman était chrétienne, c'est bien ça? Mes parents. Tes ouais. deux parents. Et tu t'es Ouais. converti au travers de David Wilkerson. C'est ça, à Paris. À Paris, au travers d'une rencontre. Alors, il faudra qu'il vous raconte comment elle était cette réunion. Tu l'as écrit dans ton livre. C'était fou. Les gens se levaient, insultaient David Wilkerson, faisaient tout. Il y avait des lobbies gays qui essayaient de prendre le contrôle de la soirée. Il y avait des gens qui se tapaient dessus. Ça avait l'air d'être une soirée folle, Épique. vraiment, Ouais. à Paris. Ouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer David Wilkerson et son fils Gary, j'ai eu un bon échange avec eux. Et puis quand j'ai expliqué ça à Gary, d'abord, il a dit « Ah, il faut que tu vois mon père ».
Et il lui a expliqué, le lendemain, il m'a dit, oui, mon père veut te voir. Et il se rappelle très très bien de cette réunion à Paris, le 11 juin 1972. Et il m'a dit, c'était une réunion terrible, c'était pire que dans la Croix et le Poignard. C'est vrai. À Paris. Ouais. À Paris. Et donc, il a pris c'est une vrai. partie, les jeunes qui voulaient entendre, parce qu'ils ne pouvaient plus prêcher. Tellement il y avait des cris, des bruits, etc. Et on sortait de mai 68 aussi. Hein. Donc, à partir de là, il a dit, bon, je prêche plus, c'est fini. Ceux qui veulent en entendre plus, vous me suivez et on va dans une autre pièce, on va un peu plus loin. Ouais, sur la scène derrière le rideau, il a fait fermer le rideau. Mais même là, c'était pas évident pour lui. À un moment, il s'est fâché tout rouge, parce qu'il y en avait qui faisaient semblant de venir devant pour écouter et se convertir. Et puis après, ils montaient sur les épaules des autres pour décrocher tous les panneaux, un seul chemin, Jésus, tout ça et tout. Et puis, voilà, quoi. C'est quand même Les fou que ça soit à homosexuels qui Paris. voulaient faire une démonstration sur l'estrade en 72, c'était pas courant quand même. Ouais. Ouais. En tout cas, tu t'es converti dans cette rencontre-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec Jésus. Et Oui. suite à ça, toi, tu as été bouleversé par Jésus et tu as eu soif d'avancer avec lui. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai eu soif d'avancer avec lui et l'appel pour le servir que j'avais dans mon cœur depuis tout jeune, depuis l'âge de 9 ans. Donc, je voulais être ambassadeur pour Christ, je me souviens très bien de cette expression. Eh bien, il est revenu dans mon cœur au moment de ma conversion. J'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu, mais par rapport à l'alcool, j'ai arrêté de me saouler, bien sûr. J'ai arrêté de fréquenter les bars, mais pas arrêté de consommer, parce que pour moi, c'était normal, quoi. C'est ça. Toi, tu avais vécu la sanctification par rapport aux drogues, etc. Tu avais fait ton bout de chemin, mais l'alcool, tu n'avais pas coupé. Ça, c'est très important dans son histoire. Je n'avais pas coupé, non, parce que j'en voyais pas le besoin, quoi. C'est ça. Tu te maîtrisais. Ouais. D'accord. Ensuite, tu es parti, alors je fais un petit peu son parcours, mais ensuite tu es parti en école biblique, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, à Bruxelles. À Bruxelles. Alors, Oui. et à partir de ce moment-là, si tu peux nous raconter comment tu es rentré dans le pastorat, et ensuite on va arriver dans cette partie de ta vie un peu plus sombre. Oui, alors donc j'ai fait mes études dans un collège américain de Bruxelles. Et puis, déjà là, pour la petite histoire, les Américains sont très stricts sur l'alcool. Alors, on a eu des séances d'explication que c'était interdit dans les chambres. Et moi, pour exciter les personnes qui venaient vérifier si on faisait bien ça, je mettais des bougies sur des canettes de bière vides sur ma table de nuit. Enfin, j'ai toujours été un petit peu provocateur sur les bords. Avec un autre copain français, on sortait, on allait manger des frites, bien sûr, en Belgique, avec sa voiture, et puis on ouvrait une bonne bouteille de vin. Voilà, donc déjà là. Et puis après, je suis arrivé à Lyon, où j'étais 4 ans et demi, pour faire ma formation pastorale pratique auprès d'un pasteur qui était évangéliste jusqu'au bout des ongles. Et il a su aussi développer la notion d'évangéliste que j'avais déjà dans mon cœur. Mais juste pour t'expliquer, lui et moi, on avait 11 réunions à se partager par semaine, plus, j'étais responsable du groupe de jeunes qui avait 120 jeunes, plus une chorale, plus un groupe de chant que j'avais monté. Alors voilà, j'étais très 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 occupé. Intense, ouais. Ouais. Et puis là, j'ai commencé, il y a un ami qui m'a dit, écoute, tu sais, je vois que les pasteurs, vous êtes quand même assez stressés. Et je confirme, je dirais, pasteur, c'est le plus beau métier du monde et c'est le pire à la fois. Et on ne travaille pas seulement que quand on nous voit sur l'estrade, on travaille aussi en dehors. Et il m'a dit, tu devrais prendre un petit whisky avec du sirop d'orange dedans. Tu verras, ça te fera du bien, c'est bon et ça détend. Alors je l'ai écouté. Et puis, en plus de ma consommation normale, je me suis mis au whisky orange. C'est vrai que c'était bon, c'est vrai que ça détendait. Mais j'ai oublié qu'il avait dit de temps en temps. Et le de temps en temps est devenu plus fréquent. Puis après, c'est devenu tous les jours, 2 fois par jour. Et c'était un petit peu une sorte de carburant pour moi. C'était comme un carburant pour me stimuler, pour m'aider à faire physiquement, humainement, ce que je devais faire. Et ça, c'était déjà pendant ton stage pratique alors à Lyon. Oui, j'avais 20 ans. Donc au début, ouais. C'était au tout début. Au début, ce conseil qui était un conseil malheureux, on peut le dire, c'est pas le meilleur des conseils que tu as pu avoir, mais et je pense que c'est assez intéressant de montrer, il le dit bien Dominique, on se partageait 11 réunions par semaine, plus la louange, plus... Est-ce que tu avais déjà Jude 25 à ce moment-là ?
On l'a commencé à ce moment-là, oui. Alors, Oui. justement, On l'a peut-être commencé. certains, ça dit quelque chose, le visage de Dominique. Dominique qui était dans le groupe de Jude 25, ils l'ont commencé avec Elsbeth, ton épouse aussi, hein. Avec Elsbeth, sa sœur Ursula et mon beau-frère Eduardo, en 78, on a sorti notre premier enregistrement. Et on en a fait 14 depuis, parce que maintenant on continue avec ma femme Elsbeth. Donc voilà, Uniquement. c'était un style de vie assez frénétique quand même en termes d'intensité. Et à un moment donné dans ton bouquin, tu parles du whisky orange comme une forme de récompense. Oui. Alors ça, c'était aussi après. Après, j'étais dans une autre église, c'est là que je suis arrivé en Suisse, en 79. Et j'y suis depuis. Mais ma femme est suissesse, donc. Hein. Et vous savez, dans les églises, il y a des gens formidables. Beaucoup des gens formidables. Mais il y en a qui sont moins formidables. Et on parlait de la critique juste avant. Ben justement, il y a des personnes, souvent minoritaires, mais c'est celles qui parlent le plus fort. Et aussi en coulisses, ils font un travail de taupe. Et je fais un petit jeu de mots, je les appelle les taupes modèles. Mais et ils ont une sorte de don qui se sont donnés, qui se sont trouvés, de critiquer le pasteur, de toujours relever ce qu'il ne fait pas, ce qu'il devrait faire mieux et tout ça. En vue de l'édification toujours. Hein. C'est pas du tout bienveillant. Ouais. Et donc ces critiques, vas-y. Alors ces critiques, moi voilà, ça me touchait beaucoup et c'était un peu mon erreur, c'est de me laisser atteindre par ça. J'aurais dû me blinder un peu plus. Et puis voilà, après arriver à la maison, voilà, je prenais mes whisky, je prenais ma récompense parce que je me disais les gens ne voient pas. Alors, en fait, ces gens-là ne voient pas ce que je fais, moi je le sais. Eh bien, je m'accorde cette récompense. Ouais. C'était une récompense pas évidente. Ouais. Tu le soulignes bien dans ton livre, tu as très vite, en tout cas tu as fait le lien, alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou si c'est avec du recul, mais tu as fait le lien vraiment aussi avec ta grande sensibilité. Tu le dis que tu es quelqu'un de très sensible et que ces choses-là t'ont impacté et que tu t'es accroché avec ce que tu pouvais. Et je trouve que c'est important de le relever aussi. Les ministères, là on voit un peu l'envers du décor pour ceux qui nous suivent du pastorat ou du ministère plus largement, mais les ministères ça reste des êtres humains qui ont leur gestion, qui se construisent eux-mêmes en tant qu'individus. Et là tu étais jeune, tu étais dans la vingtaine, donc tu t'es construit à ce moment-là et forcément avec un mauvais conseil, tu as pris cette habitude du whisky orange, mais ensuite ça s'est développé, c'est bien ça? Ah oui, ça s'est développé parce qu'après, whisky orange c'était en plus du reste. Hein. Et puis je prenais bien sûr de la bière en tant que ch'ti, et puis du vin. En Suisse, il y a un très très bon vin que j'appréciais personnellement, c'était le Neuchâtel, il y a un petit truc pétillant dedans, bien glacé comme ça. Et quand j'avais fini les réunions tout ça le soir et que tout le monde était couché à la maison, on trouvait ce bon vin en litres. Et j'ouvrais une bouteille et quand une bouteille était ouverte, elle était finie. Avant de me coucher, je buvais le litre. Plus le whisky, alors plusieurs fois par semaine, je buvais une bouteille de whisky par jour. Et c'était devenu un besoin. Et ce qui est terrible, c'est que je me suis rendu compte quand même que j'étais prisonnier de ça. Et je connaissais très très bien le processus. Je savais qu'il allait y avoir le moment d'euphorie, le moment où on se sent super bien, un coup de boost là, et qu'après, hop, c'était le déclin et qu'on avait le coup de barre. Mais malgré que je savais, j'étais prisonnier, j'en avais besoin. C'est ça qui est terrible dans ton histoire, c'est que toi tu connaissais les mécanismes et en connaissant les mécanismes, tu es devenu esclave tout de même de l'alcool parce que tu conseillais des gens aussi. C'est là où j'aimerais vraiment qu'on se rende compte de la dimension de cette histoire-là. C'est pas juste quelqu'un de lambda qui est dans l'alcool, c'est dramatique, mais c'est quelqu'un qui avait été même formé par rapport à tous ces aspects-là et qui avait ce côté, et on va venir juste un peu après, on va venir sur la dimension visible devant les gens. Et est-ce qu'il faut tout dire, est-ce qu'il ne faut pas dire, etc. Est-ce que tu étais conscient que tu étais addict à ce moment-là ou tu te mentais encore à toi-même en te disant... Justement, moi je voulais te poser cette question. À quel moment tu es devenu... Alors là, je te parle juste avec du recul et après on va venir sur ça parce ça va être intéressant ce que tu as dit. À quel moment, aujourd'hui avec du recul, pour toi tu étais alcoolique? Disons, j'ai été alcoolique quand c'est devenu d'abord une habitude déjà. Donc déjà avant. Je pense que c'est une habitude uniquement.
mais l'habitude crée la dépendance. C'est ça avec l'alcool et ça peut être avec des tas d'autres choses. Hein. Justement, aujourd'hui, je parle des conférences, tout ça là-dessus, et j'explique bien, moi, c'était l'alcool, mais peut-être que vous qui êtes en face de moi, c'est autre chose, mais c'est pareil. C'est pareil. Et alors, on est longtemps dans le déni. Hein, on se dit non, je vais m'en sortir, non, je vais gérer, je vais maîtriser. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses, contrôler les choses, souvent dans le bon sens du terme, mais quelquefois dans le mauvais sens. Et puis, je me disais non, je gère, je contrôle. Et puis, bien sûr, c'était toujours dans le secret, hein, ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais à partir du moment où on ne peut pas se passer une journée sans alcool, c'est déjà un problème. On dit d'ailleurs, depuis j'ai pas mal étudié le côté alcoolologie, et si quelqu'un a des doutes là-dessus, dans ceux qui nous regardent, est-ce que je suis alcoolique ou pas? Non, je suis un petit verre, et puis voilà. Alors il faut faire le test des 3 semaines. C'est-à-dire décider de passer 3 semaines sans prendre une seule goutte d'alcool. Alors si au moment où je vous dis ça, vous avez déjà les cheveux qui dressent sur la tête, bon, c'est un signal, il y a un problème. Et essayez. Et plus ce sera difficile, plus ça montrera qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et si c'est facile, bon, très bien, c'est que vous gérez très bien. Et d'ailleurs, ce test des 3 semaines, c'est valable pour tout. Hein. Ça peut être le café, ça peut être le chocolat. Le chocolat. La télé. Thibaut, je sais que toi, tu fais un mois sans dessert d'habitude. Une fois par an, tu fais un mois sans dessert. Et cette année, je fais un peu plus parce que je sentais que le mois était difficile et je me suis dit que justement, je sens que c'est un piège. Quoi. Je peux dire un truc, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Me dis tout. Il est venu manger chez nous pendant son mois sans dessert. Alors je lui ai proposé un dessert, il m'a dit non, c'est mon mois sans dessert. Et du coup, j'ai dit, sinon, tu le prends au petit-déj demain? Ah ouais, je le prendrai au petit-déj demain. Ah voilà, la technique. Des fois, je fais des arnaques. Si c'est un morceau de tarte, ça va. Ouais. Alors Dominique, on va essayer d'aller un peu plus loin et on va partir sur la dimension du secret. Toi, tu étais donc là pasteur d'une église, mais personne, et quand je dis personne, c'est ni ton épouse, ni tes enfants, ni le conseil, personne n'était au courant de ta situation. Oui, pendant des années, j'arrivais à cacher ça à tout le monde. Bon, je suis déjà une personne assez pudique, assez discrète de nature. Si on m'avait dit un jour que j'irais raconter cette histoire-là un peu partout, sur toutes les routes de France et de Navarre, je vous aurais dit non, pas possible. Mais donc je cachais bien ça. Bon, déjà parce que j'étais quand même conscient que j'étais pasteur. Et il y avait une sorte d'image que les gens vous mettent. Et entre parenthèses, que quelquefois les pasteurs se mettent, parce que c'est un peu gratifiant quand même. Hein. Et c'est un danger, ça. S'il y a des pasteurs qui m'écoutent, attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Ouais. C'est vrai. Du titre, ou de vous rendre tellement indispensable, qui est très gratifiant, mais ça peut devenir un piège. Et alors je cachais ça. Alors jamais j'allais dans un bistrot, hein, ça c'est clair. Mais c'est ça, tu arrivais à entretenir s'il a réussi à entretenir le secret toutes ces années, c'est parce que vraiment il faisait son maximum pour que jamais on puisse ne serait-ce qu'avoir mettre la puce à l'oreille à quelqu'un, quoi. Non, jamais. Alors après Lyon, donc je suis allé, j'étais 29 ans dans une ville de Suisse, la Chaux-de-Fonds, qui a qui n'est pas grande. 40 000 habitants. Ouais. Et puis, donc, je connaissais beaucoup de monde, bien sûr. Alors, jamais j'allais dans un bistrot, en tout cas pas tout seul. Et puis, si, en tant que pasteur, ça arrive souvent, on est invité dans des mariages, hein, on fait un mariage, après on nous invite. Alors, j'étais l'homme le plus sobre de la soirée. Hein. Je prenais très peu, bien sûr. Tu anticipais aussi de mettre c'est tout bête, hein, mais mettre les bouteilles au verre. Quand on fait des litres de whisky et de vin par semaine, il faut l'anticiper. Et tu faisais différentes villes pour ça. Oui, je faisais différents coins. La ville était quand même assez étendue. Et ils avaient mis des grands containers où on pouvait mettre les bouteilles. C'était dans les rues. Hein. Et puis, alors j'allais jamais au même. J'allais jamais acheter mon alcool au même magasin. Je tournais. Et puis, quand, par malheur, entre guillemets, il y avait des chrétiens qui étaient là au magasin en même temps que moi, je me disais, ah oui, on va avoir de la visite prochainement, ce qui était vrai, hein, on avait beaucoup de visites. Mais voilà, et puis j'allais cacher mes bouteilles, j'y sortais quand il n'y avait personne à la maison. Parce que rentrer des bouteilles d'alcool à la maison, c'est déjà compliqué, mais elles sont pleines, ça fait moins de bruit.
Mais sortir des bouteilles vides, ça fait du bruit. Hein. Et alors, j'allais les mettre là, et quelquefois, je me disais, pourvu que le conteneur soit plein, pour que ça fasse pas trop de bruit. Et quand le conteneur était vide, ben voilà, on mettait les bouteilles, gling, 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 gling. Alors là, je regardais autour s'il y avait personne. Et puis, quelquefois, je rencontrais des gens que je connais. Et on a eu beaucoup de visites cette semaine. Ouais. Mais c'est épuisant, vous savez, ce genre de truc, de toujours vouloir se cacher. C'est dingue. On dépense autant d'énergie que pour en sortir, finalement, ne serait-ce que pour l'entretenir. Et ta femme, elle était au courant? Enfin, j'allais demander, comment ça s'est... Alors, ma femme, alors vous la connaissez, à travers du 25, tout ça. Ma femme, c'est une Suisse allemande. C'est pas du tout une endormie. Elle n'est pas du tout aveugle. Mais pendant 7 ans, en tout cas, j'ai arrivé à lui cacher ça. Elle a rien vu. Non, elle se disait que, voilà, elle mettait ça sous le compte de la culture. Voilà, c'est un bon vivant, Dominique le bon vivant. Quand on recevait des gens à la maison, pour moi, il y avait 2 choses importantes. C'est qu'il ne fallait pas qu'ils repartent en ayant eu faim et pas qu'ils repartent en ayant eu soif. Bon, non plus d'ailleurs. Mais, alors voilà, elle disait, voilà, c'est culturel, c'est lui, et puis... Mais il y a eu un jour où tu lui as avoué, hein? Ouais. Alors un jour, j'étais parti pour faire une réunion, parce que la ville de La Chaux-de-Fonds était près de la France, et on faisait des réunions en Morteau, et j'avais pris ma voiture pour partir, et ben voilà, j'avais pas mal siroté la journée. Alors, c'est peut-être un détail, mais pour vous dire, je préparais ce que j'avais à faire, et j'avais un verre de whisky dans le tiroir, que je pouvais fermer au cas où, mais et là, j'avais un petit peu forcé, et quand j'ai pris la voiture pour partir, je sentais que ça tournait, je me dis attention, là, je longe le Doubs, il faut pas la rivière, il ne faut pas que dedans, et puis plus la douane. Alors, j'ai fait demi-tour, je suis rentré. Et tu devais prêcher? Tu devais conduire? Je devais prêcher, oui, je devais prêcher. Ouais. Alors, ça, c'était assez exceptionnel que je me suis laissé plus prendre après à trop prendre au moment avant de devoir prêcher, mais je n'ai jamais prêché sous l'effet de l'alcool, en tout cas, je ne m'en souviens pas. J'ai toujours pu m'arranger pour annuler, me faire remplacer quand c'était le cas. Et là, je suis rentré et je lui ai dit, avec la visite, je lui ai dit, écoute, je vais me coucher. Je t'expliquerai demain. Et le lendemain, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai un problème avec le whisky. Alors, elle était soulagée que je puisse en parler, parce qu'elle trouvait quand même que je prenais pas mal, mais en même temps, elle était contente que, voilà, j'en parle. Alors, je lui ai dit, voilà, je vais arrêter le whisky et voilà, tu m'aides. Et j'ai tenu parole. J'ai arrêté le whisky. Le problème, c'est que je n'avais pas dit que j'avais un problème avec l'alcool. C'est ça. Hein, on est malade quand même. C'est ça. J'ai dit le whisky. Et alors, c'est là que j'ai beaucoup compensé avec ce fameux vin de Neuchâtel, tout ça et tout. Puis après, voilà, j'ai complètement oublié ce que j'avais dit par rapport au whisky, par rapport au cognac, par rapport à tout ce qui se... Les alcools forts. Hein. Alors justement, il y a ensuite eu toute cette partie où donc ton épouse était au courant, mais il y a quelque chose aussi à prendre en compte dans le cadre du ministère. Il y a la légitimité aussi pour exercer le ministère dans le cadre d'une église. Et là, tu étais dans un fonctionnement d'église où effectivement il y a le conseil, il y a pas mal de choses qui sont autour aussi quand même. Et à un moment donné, les responsables autres que toi de l'église ont été alertés de la situation. Oui, parce que ma femme en a parlé à mon collègue qui travaille avec moi, Robin, et puis lui, il en a parlé discrètement à 2-3 membres de la pastorale. On a une super pastorale, on n'est pas seulement des collègues, on est des amis. Et là, il y en a 3 qui m'ont demandé pour me voir et me demander ce qui se passait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je n'ai pas senti un jugement de leur part. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Pendant un moment, ça m'a vraiment aidé. Puis après, voilà, l'alcool a repris le dessus. Et puis donc, le conseil de l'Église avait été alerté. À un moment, ma femme voulait même en parler devant toute l'Église en disant « Mais non, mais c'est pas normal. Il prêche la parole de Dieu, il dit aux gens comment il faut vivre, et puis lui, il vit le contraire. » Moi, j'en étais conscient aussi de ça, et c'est un déchirement terrible. Hein, parce que ça peut sembler un peu incroyable pour ceux qui nous écoutent, mais je servais Dieu de tout mon cœur avec sincérité. Mais j'étais prisonnier de l'autre côté. Et c'était un déchirement terrible. Alors voilà, le conseil a été un peu averti et ils ont dit les amis pasteurs ont dit à ma femme, non, faut surtout pas en parler maintenant, surtout pas. Ça serait pire.
Et parce qu'ils croyaient, ils ont cru que j'allais pouvoir m'en sortir. Et ça, j'en remercie Dieu de ce qu'ils ont eu cette foi. Parce que sinon, je ne sais pas où ça va donner. Ce que ça va donner. Mais ils t'ont accompagné pour pouvoir en sortir. Ils t'ont donné des ultimatums quand même. Alors, ils m'ont donné des ultimatums, oui. Et puis, parallèlement, il y a eu une personne de l'Église qui avait la situation très à cœur et qui, lui, était en contact avec des personnes de la Croix-Bleue ou des spécialistes dans l'alcool. Et il m'a mis en contact avec un alcoologue chrétien, Jean-François, Bertrand. Et il est venu me voir à mon bureau, donc c'est déjà gonflé. Depuis Neuchâtel, il est venu me voir, c'est même pas moi qui me suis déplacé. Et on a eu un long entretien ensemble. Et là, il employait un mot que je ne pouvais pas supporter. Abstinence. Je disais quoi? Un ch'ti, manger du camembert avec du jus d'orange, non mais ça va pas. Alors, abstinence, jamais. Quand il est reparti de cet entretien, il a dit à Roger, l'autre personne, il a dit, écoute Dominique, arrive au point de non-retour. Au point de non-retour. Et puis, voilà, j'ai quand même un petit peu de temps en temps resté en contact avec lui. Et puis, la situation s'est vraiment aggravée, ça dure encore longtemps. Longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, ça a duré combien de temps, tout? À partir du moment où je l'ai dit à ma femme, ça a encore duré 8 ans. Ah ouais. Donc là, c'était déjà plus difficile parce que mes proches étaient au courant. Ouais. C'est ça. Donc ça fait plus de 15 ans, largement. Si je compte depuis que j'étais pasteur, sans compter avant. Mais ce qui est important, je trouve, dans ce que tu dis, et tu le fais bien sentir dans ton livre, c'est que la notion d'abandon total, radical et ferme, ça a été quelque chose qui a été inenvisageable quasiment jusqu'à la fin. En tout cas, c'était pas envisageable jusqu'à la fin où, une fois que tu as accepté cette décision-là, c'est là que les choses ont commencé à se débloquer. Mais pour toi, c'était inenvisageable de dire j'arrête totalement l'alcool. Non, et en plus, j'avais une mentalité qui peut paraître très bien pour un pasteur. Vous vous rendez compte, je me disais, je veux m'en sortir tout seul avec Dieu. Magnifique, hein? C'est beau. Ça a duré aussi longtemps que ça parce que Dieu avait un autre plan. Il voulait que j'accepte l'aide des autres. Et ça m'a pris un temps fou. Alors, un jour, j'ai un de mes beaux-frères qui m'a mis en contact avec une dame d'un certain âge en Suisse, sœur Odette. En Suisse, il y a un truc spécial, c'est qu'il y a des religieuses protestantes. Elles ont l'habit, tout. Alors, elle était ça. Et elle avait très à cœur les gens dépendants. Et pendant un bon moment, plusieurs mois, je l'ai visitée, je l'ai vue, et elle me parlait de l'alcool, sans jamais prononcer le mot alcool. C'était marrant, elle disait le produit toujours. Elle m'a passé un bouquin de quelqu'un que, les plus âgés parmi les téléspectateurs se rappelleront peut-être, c'est du père Duval, un prêtre, donc catholique, qui chantait, qui allait sur qui a fait des disques, qui allait sur toutes les routes de France chanter l'évangile, et en rentrant, en conduisant, il avait sa bouteille de whisky. Alors j'ai fait le rapport, parce que, pasteur, chanteur, depuis 25, et ça m'a beaucoup touché. Et puis après, j'ai été mis en contact avec la personne dont je vous ai parlé, et un jour, ça a encore duré des mois et des mois, ça s'aggravait, là je buvais dès le matin. Dès le matin, j'avais besoin de boire. Et puis, un jour, j'ai complètement craqué. Et je me suis réveillé avec une sorte de chape de béton d'une tonne sur moi. C'était terrible. Et je tournais en rond dans l'appartement. Je disais, je suis foutu. Il y avait une de mes filles qui avait 15 ans à l'époque, qui m'a pris dans ses bras, qui pleurait avec moi. Et là, j'ai décidé d'appeler mon médecin. Ma femme a appelé un membre du conseil, de qui j'étais très proche, pour venir. Et j'ai appelé mon médecin. Il n'était pas là. En vacances, et en Suisse, quand c'est comme ça, on appelle la police qui nous amène sur le médecin d'office. Elle m'a conduit chez le médecin, et entre la voiture et le cabinet du médecin, c'était terrible. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Tout le monde me voyait comme moi je me voyais. Puis c'était pas beau à voir. Et elle m'a dit après coup que ce jour-là, elle pensait que je devenais fou. Je suis arrivé dans le cabinet du médecin, l'assistante, quand elle a vu dans l'état où j'étais, m'a donné un calmant. Après, j'ai vu le médecin avec ma femme. Et chose incroyable, ma femme n'en revenait pas. J'ai tout déballé. Je lui ai tout dit. Alors que je gardais souvent tout pour moi. Et j'ai appris après coup, j'ai vu après coup que ce médecin, c'était un spécialiste dans le domaine de l'alcool. Dieu fait bien les choses. Il m'a conduit là où il fallait.
Alors, il m'a donné un médicament à prendre. Pas de l'antabuse, hein, c'était la Trium, je crois. Et puis voilà, mais bon, ça a encore continué. Et puis, quand un jour, il y a eu le déclic. Je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer, il faut que j'arrête de boire. Et là, j'ai rappelé Bertrand, l'alcoologue chrétien. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je te bois. Parce que je vais arrêter de boire. Et je veux signer un papier d'abstinence. Il dit, ok, tu viens demain. Alors là, demain, j'ai pris la voiture pour aller à Neuchâtel. Mais, chose bizarre, c'est incroyable comme on est. Chose bizarre, avant de quitter la Chaux-de-Fonds, je suis passé dans un supermarché. J'ai acheté un pack de 6 bières. Et dans le parking, j'ai bu mes 6 bières avant de partir. Je les ai achetées à la poubelle. Mais c'est un petit peu comme si je disais au revoir, adieu à quelqu'un sur un quai de gare qu'on a tellement aimé et qu'on sait qu'on ne va plus revoir. Et quand je suis arrivé chez le Bertrand, je lui ai dit, écoute, je veux signer à vie. Alors il m'a regardé, il m'a dit, on se calme. Si tu pars trop haut, tu ne vas pas y arriver. Pour ça, c'est très important de s'adresser, quand on a un problème, à des professionnels. Des gens compétents, ouais. C'est ça. Des gens compétents, ouais. Là, moi, par exemple, quelquefois, il y a des gens qui me demandent de les aider, je les aide d'un bout de chemin, mais je leur dis, je ne suis pas devenu, maintenant que j'ai été libéré de l'alcool, je ne suis pas devenu alcoologue. C'est ça. Hein, j'ai un témoignage que je rends, je suis un poteau indicateur pour montrer des choses où on peut aller pour trouver de l'aide, et des pistes à étudier. Mais voilà, si quelqu'un est guéri du cancer, ça ne fait pas de lui un cancérologue. Oui. Ah oui. Alors, si quelqu'un a des soucis, adressez-vous à des gens compétents, qui savent ce qu'ils font, pas des apprentis sorciers, comme des gens qui se disent, voilà, moi je vais, même au nom de Dieu, de dire, voilà, avec Dieu je vais t'aider, puis on va prier, puis, on va dire alléluia un bon coup et ce sera terminé. Non. Il faut s'adresser à des professionnels. Moi, ce qui m'a interpellé dans ton histoire, c'est que j'avance un petit peu dans l'histoire parce que le temps passe, mais suite à ça, une fois que tu en es sorti, tu as accepté d'en parler publiquement à l'Église. Oui. Et moi, je trouve ça très louable comme démarche parce que je pense qu'il faut se rendre compte aussi qu'il n'y a pas qu'une question de réputation, là il y a aussi une question même financière derrière puisque tu étais à plein temps dans l'église, il y a une question financière, il y a une question de si d'autres églises apprennent ça, comment je vais faire ensuite, etc. Mais il a accepté de demander pardon publiquement vis-à-vis de l'église et moi je trouve, peut-être j'aimerais vraiment saluer et l'attitude du conseil que tu as eu, qui t'a entouré et aussi l'attitude de ton épouse. Pourquoi l'attitude de ton épouse ? Parce que je pense qu'elle a eu la sagesse de dire je vais pas essayer de l'accompagner tout seul. Des fois, je crois qu'il y a cette peur aussi de il faut absolument rien dire pour mon mari, etc. Elle a osé en parler. Et je pense que si elle n'en avait pas parlé, tu en aurais jamais parlé ensuite. Non. Et je dis toujours, Elsbeth, elle aurait eu la possibilité, en plein droit, de divorcer 10 fois. Elle l'a jamais fait. Elle allait prier dans l'église, on habitait au-dessus de l'église pendant longtemps. Elle allait prier, elle s'accrochait à la croix qu'il y avait dans l'église, elle intercédait pour moi, elle demandait l'aide de Dieu et tout. Non, elle était formidable. Et puis, le conseil m'a quand même bien aidé à prendre la décision d'en parler devant l'église, parce que moi, j'avais peur que ça soit plus une pierre d'achoppement qu'autre chose. Mais ils m'ont dit non, il faut en parler. Puis j'ai dit bon, d'accord, je vais le faire. Il y a des pasteurs de la pastorale qui sont venus à cette assemblée générale au cas où ça tournait au vinaigre. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à la fin de l'Assemblée générale, j'ai repris la parole et je leur ai dit, voilà, ça fait 14 ans que je suis chez vous et ça fait 14 ans que je vis dans le mensonge parce que je leur ai expliqué. Et je vous demande pardon. Et j'étais sûr que ce jour-là, je n'étais plus pasteur. Je l'ai trouvé absolument normal. Et bien là, il y a eu un silence, quelques secondes. Une personne s'est levée et a dit, Dominique, je te pardonne. Une autre se lève, Dominique, je te pardonne. Waouh, je t'ai estomaqué. Plusieurs, Dominique, je te pardonne. Une personne s'est même levée en disant, Dominique, si on a fait quelque chose qui t'a poussé là-dedans, pardonne-nous. Alors je n'en revenais pas. C'est extraordinaire. Il ne me jette pas dans ma Kleenex. Alors j'aurais dit, écoutez, c'est formidable, mais je vous propose que pendant 6 mois, je ne prêche plus comme ça. Non, on te pardonne. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est extraordinaire. Cette église, je rends hommage à l'église de la Chaux-de-Fonds, parce que ils ont compris une chose, et ça, je m'adresse aux pasteurs qui nous écoutent, ou aux chrétiens, tout simplement, ou aux prêtres. L'homme est plus important que le ministère. Le ministère, c'est important, mais l'homme est plus important, parce que quand l'homme ne va pas,
Le ministère ne va pas. Et on peut l'appliquer aussi à d'autres professions. Si dans votre travail, vous êtes pris absorbé que par votre travail, c'est bien de faire le travail comme il faut. Mais à partir du moment où l'homme n'existe plus ou est mis au second rang, attention, danger. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, Dominique, pour peut-être encourager quelqu'un qui est dans une bataille ou face à une addiction ou qui se pose des questions ou qui sent cette pression et la pression du secret? Pour moi, il y a l'addiction, mais il y a la prison du secret qui est en plus liée derrière à ça. Mais qu'est-ce que, Dominique, tu auras envie de dire? Alors, je dirais d'abord que c'est pour ça que j'écris ce livre et que j'en parle, c'est qu'il faut casser un tabou. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas seulement les gens qu'on voit par terre au bord du caniveau. Non, ça peut arriver, et je connais des avocats, des médecins, des chirurgiens, toutes sortes de situations très louables, des politiques qui sont prisonniers de l'alcool. Et alors, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un cas. Il y en a d'autres comme vous. Et ce qui est important aussi, c'est reconnaître le besoin d'en être libéré. Parce que, c'est sûr, si on ne reconnaît pas qu'on a besoin d'être libéré, pourquoi chercher de l'aide? Et puis, je dirais que c'est important de trouver de l'aide, d'avoir quelqu'un de proche, ami, mais de discret, à qui on peut s'ouvrir, à qui on peut en parler. Mais pas quelqu'un qui va raconter à tout le monde après. Vous savez ce qu'on dit d'un secret. C'est quoi un secret? Un secret, c'est quelque chose qu'on dit qu'à une personne à la fois. Alors, pas des gens comme ça. Et puis, trouver de l'aide. Comme je l'ai dit, prendre de l'aide des professionnels et des gens qui s'y connaissent. Et puis, quelque chose, alors bien sûr que je ne peux pas, et qui est l'essentiel dans l'aide que j'ai eue, c'est l'aide de Dieu. Jésus, le Saint-Esprit, qui m'a aidé. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas le père fouettard que certains dépeignent comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Dieu ne veut pas vous juger, tout en mettant le doigt sur le problème. Mais il ne veut pas vous juger. Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Et une chose que Jésus a dit, qui est très importante, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Alors si vous êtes dans cette situation, c'est pour vous que Jésus est venu. C'est pour vous que Jésus est venu. Alors il faut venir à lui dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité. Il a dit « La vérité nous rend libres. » Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, va vous aider à en sortir. Parce que Dieu est bon. Et Dieu veut votre bonheur. Il veut mon bonheur. Et c'est pour ça qu'il y a certaines règles. C'est pas pour nous coincer. C'est parce que c'est là-dedans qu'on trouve le vrai bonheur. Merci beaucoup, Dominique. Vraiment, je ne peux que vous conseiller ce livre écrit avec beaucoup de transparence. Merci aussi pour le courage. Écrire une histoire comme ça, même 10 ans après, il faut du courage parce que Jude 25, dans les milieux chrétiens, c'était extrêmement connu et tu as vraiment l'honnêteté de dire les périodes et tu es vraiment très honnête. Donc, merci beaucoup. Il m'a beaucoup touché. Je peux rajouter une chose? Ton livre. Oui, vas-y, bien sûr. On me disait, tu devrais écrire un petit fascicule, tout ça. Je dis non. Et puis un jour, j'ai partagé ce témoignage en privé avec un ami que tu connais, que vous connaissez, le pasteur Claude Houd de l'église de Montréal. Et quand il a entendu ça, il m'a pris par le bras, mais avec fermeté, tout juste si je n'ai pas eu un bleu. Il m'a dit, écoute Dominique, tu dois écrire un livre, tu dois faire des conférences. Parce que dans nos églises, on connaît le pardon des hommes, le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. Mais la grâce des hommes et le pardon des hommes, on ne les connaît pas beaucoup. Et toi, tu as vécu les deux choses. Et ça, il faut le dire. Et ça m'a stimulé. Merci beaucoup en tout cas. Et vraiment, on peut que te souhaiter le meilleur pour la suite. Que le Seigneur te bénisse aussi et qu'il continue à t'encourager et te conduire dans toutes ces conférences, tout ce que tu apportes. Tu es vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Benjamin. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Bye. Ciao. Je sais qu'on a pris beaucoup plus de temps que ce qui est... Mais bon, je vous dis honnêtement, je m'étais un peu préparé à ça parce que son histoire, elle parle d'elle-même. Ouais. Elle parle d'elle-même et puis c'est touchant. Moi, l'attitude de son église, de son épouse... Et puis sa transparence, vraiment, je vous le conseille aussi. Sa transparence, est vraiment m'a touché. Et je pense aussi le fait de... en tout cas, nous, on est dans le ministère, on sait ce que ça veut dire de dire on sent de la pression. Ou on se met de la pression. Et ce côté, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment
challengeant que de rester dans la simplicité. Ouais. Vous êtes à quelque part public, quoi. Et il y a cette image publique qui est là, qu'il faut gérer, en fait. Et ça, c'est ce qu'il disait, il y a les gens qui vivent ça dans un cadre familial et professionnel, mais moins exposé, c'est ça, vous êtes exposé publiquement, et ça, c'est encore... Et puis il y a ce côté aussi où, il le dit, le petit whisky du soir, ça le détendait, ça lui faisait du bien. D'arriver à trouver ce temps où on se détend. Alors pas autour d'un verre d'alcool ou d'autres choses malsaines, je dirais, mais d'arriver à avoir des temps où on se relâche, dans le sens on va se promener en forêt, on va faire autre chose, vraiment se détendre intérieurement, parce que des fois on peut rentrer vraiment tendu, stressé, et puis sentir vraiment un poids sur les épaules. Et d'arriver à trouver ce truc qui va nous faire, alors peut-être aller se promener en famille avec les enfants, je sais pas, faire un tour de moto ou je sais pas, autre chose, mais quelque chose qui nous permet de souffler. Mais c'est sûr qu'en tout cas, lui, dans la suite, il a décidé de ne plus du tout toucher d'alcool, bien que son responsable Bertrand de la Croix-Bleue lui dira, honnêtement, pour moi, t'as pas besoin de signer le pacte à vie parce que aujourd'hui, t'es équilibré. Et avec la réflexion, il a dit, ça a été tellement compliqué d'en sortir, j'ai plus envie de prendre ne serait-ce que le risque de replonger. Donc je trouve que c'est une belle attitude aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est trouver cet équilibre en fait. Et dans ça, le côté je mets de la lumière sur le secret, c'est ce qui a pu lui permettre aussi d'en sortir. Il y a des choses où on peut trouver l'équilibre et il y a des choses où il faut couper radicalement. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, le sport, à un moment donné, j'ai dû stopper parce que ça prenait une trop grande place. Mais aujourd'hui, je suis capable d'avoir un équilibre avec le sport. Mais effectivement, il y a d'autres choses où il faut savoir être radical et couper. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, que Dieu nous aide. Et puis peut-être, vous qui nous suivez, ça a peut-être touché quelque chose dans votre situation, votre cœur, ou quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à en parler à des gens. Il a été très sage de dire, mais ne le dites pas à des gens qui répètent à tout le monde. Il faut savoir bien s'entourer aussi, parce que c'est l'information, il faut savoir la gérer aussi quand même. Donc c'est pas n'importe qui peut gérer ce genre d'information, mais n'hésitez pas à en parler. Il y a des gens, il y a des professionnels, il y a des personnes de confiance dans les églises, dans d'autres milieux aussi. Et je pense que c'est vraiment important de savoir s'entourer et de ne pas essayer, comme il l'a dit, de s'en sortir seul avec Dieu, parce que sinon Dieu n'aurait pas donné la famille en Christ si on pouvait survivre tout seul. Si je peux rebondir là-dessus, c'est le cri de mon cœur, mais je pense vraiment que l'Église est en danger de parler trop peu de ses tentations et de ses péchés. Je pense vraiment que, je le dis souvent, mais l'Église des fois devient un rassemblement d'hypocrites où on donne une image de nous-mêmes et où on n'ose plus parler, être vrai. Et pour moi, c'est essentiel. Pas n'importe qui, dans un cadre, pas de problème. Mais souvent, c'est la honte, la culpabilité qui fait qu'on se dit oui, mais non, mais je vais m'en sortir. Et non, mais la confession, c'est le début du piège. La confession, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est mettre un spot de lumière sur des choses ténébreuses. C'est vraiment une puissance. On va prier ensemble. Ça marche, on va pas faire la dernière partie, mais on va prier ensemble. Joy, comme tu es la seule épouse, tu es la seule femme, j'allais dire, et surtout la seule qui n'est pas pasteur, est-ce que tu veux bien prier pour ce sujet-là et prier pour nous aussi, et puis pour les pasteurs dans le pays? Oui, avec plaisir. Seigneur, nous te bénissons pour déjà ce que tu as fait dans la vie de Dominique, Seigneur, et nous te remercions parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Et ce que tu as fait dans sa vie, tu es capable de le faire dans la vie de beaucoup d'autres, Seigneur, qui sont emprisonnés. Et Seigneur, je voudrais avant tout vraiment te prier pour ces personnes qui font face à des addictions, à ces prisons intérieures, Seigneur, qui sont dans des angoisses terribles et un déchirement intérieur, comme Dominique le disait. Seigneur, je te prie, viens à leur secours. Permets que ces quelques moments, Seigneur, leur donne le courage, Seigneur, de s'ouvrir aux personnes que tu mettras sur leur route. Je te prie pour des personnes bienveillantes, pour des personnes compétentes, qui pourront les accompagner, Seigneur, sur ce chemin de guérison. Je veux vraiment les bénir, Seigneur, te prier, oui, également de bénir les pasteurs, Seigneur Jésus, les pasteurs de l'Église ici, les pasteurs dans notre pays, Seigneur Jésus, et partout ailleurs qui vivent face à ces pressions, Seigneur Jésus, face à cette exposition. Je te demande vraiment de leur donner toujours ta force, là aussi, Seigneur, de les entourer des bonnes personnes avec qui ils vont pouvoir parler de
de leurs difficultés, de leurs défis, Seigneur Jésus, afin qu'aucun d'entre eux, Seigneur Jésus, ne tombe, mais qu'ils puissent rester fermement attachés à toi et à leurs frères et sœurs. Merci Jésus pour ta grâce et ta bonté envers nous. Amen. 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 Merci beaucoup, merci à vous les amis. Et puis à la plaisir. prochaine, quand on se reverra dans une émission. Vous, c'est rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. N'oubliez pas, vous pouvez partager ces émissions si ça vous fait du bien ou si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye.